Il y a des gens dans la salle d'attente, c'est à vous d'autoriser, je Oui, suppose pas à c'est bon. moi. Je vais les admettre. Ah, vous avez disparu. Fâcheux. Moi, je vous vois toujours bien. Je Ben, vous entends moi, bien. je vous vois. Ah, bah ça y est, vous êtes là. Voilà. Trop de fenêtres, toujours. Sans avis qu'on me mettait là. On va arrêter le Bonjour à partage. tous et à toutes. Merci d'être connectés ce matin. On va peut-être attendre encore une petite minute que tout le monde arrive et on va pouvoir commencer. Euh, Merci encore d'être connectés ce matin. Euh, ce matin, on est ravi d'accueillir Cédric Philibert, qui est un ancien analyste de l'Agence internationale de l'énergie, qui a travaillé une vingtaine d'années pour l'AIE et qui est désormais actionnaire également de l'entreprise Air Liquide. Donc Cédric va nous parler ce matin des usages de l'hydrogène et plus particulièrement d'un usage développé par un nouveau projet d'Air Liquide à Anvers sur lequel il vous propose d'échanger ce matin. L'entreprise Air Liquide a des ambitions fortes sur l'hydrogène qu'il pense qu'il voit jouer un rôle clé dans la décarbonation de l'économie. L'entreprise prévoit notamment 8 milliards d'euros investis dans la chaîne de valeur de l'hydrogène bas carbone d'ici 2035. Toutefois, le projet que va nous exposer Cédric ne semble pas tout à fait en cohérence avec cette ambition. Il va nous expliquer pourquoi et ce sera le lieu d'une discussion. Et c'est pourquoi il aimerait poser une question écrite à l'Assemblée générale 2025 de l'entreprise. Et c'est aussi en cela que vous voyez l'intérêt de réunir tous les membres du FIR intéressés ce matin pour vous parler de ce projet. Cédric va exposer sa présentation et après nous aurons une session de questions-réponses. N'hésitez pas, comme d'habitude, à poser vos questions dans le chat au fur et à mesure, mais en tout cas, on aura un temps dédié pour cela aussi à la fin. Voilà, je vous passe la parole sans plus attendre, Cédric, et merci encore de nous accorder ce temps. Merci Marie, bonjour à tous et merci au Forum pour l'investissement responsable de m'accueillir et de permettre cette discussion. Oui, j'ai effectivement un peu l'intention de poser une question parce que j'ai découvert ce projet que je vais vous montrer rapidement. Ici, Air Liquide reçoit le soutien de l'Union européenne pour développer le premier projet à grande échelle de production, liquéfaction et distribution d'hydrogène bas carbone et renouvelable à partir d'ammoniac. Alors, je dois dire que quand je vois ça, mon sang ne fait qu'un tour parce que je connais bien l'hydrogène, je connais bien l'ammoniac. J'étais à l'AIE quand on a remis un peu l'hydrogène sur le devant de la scène dans les années 2016-2017, après avec un rapport qui a été, je crois, important sur le futur de l'hydrogène. Euh, et au fond, on n'a quand même jamais perdu de vue que l'hydrogène, ça sert d'abord, enfin, ça sert à raffiner les carburants, et puis ça sert à faire de l'ammoniac, du méthanol. C'est-à-dire que l'essentiel de l'hydrogène, vraiment, une très très grosse majorité de l'hydrogène, c'est pour des usages industriels. Et notamment pour faire de l'ammoniac, qui est la brique de base des engrais azotés, hein, puis aussi des explosifs miniers ou militaires, aussi de nettoyants, c'est aussi un gaz frigorigène, mais l'usage essentiel de l'ammoniac, c'est pour faire des engrais azotés. Euh, et cet ammoniac est fait à partir d'hydrogène fossile dans la plupart des pays. Donc on importe du gaz ou on importe, alors en Chine on le fait avec du charbon, ailleurs on le fait avec du gaz.
On fait de l'hydrogène qui n'est donc pas propre, hein, qui est à l'origine d'émissions de CO2 dans le monde. C'est à peu près les émissions de CO2 de l'Allemagne, si vous voulez, 800 millions de tonnes. Avec ça, on fait donc de l'hydrogène. Et après, avec cet hydrogène, on fait de l'ammoniac. Et avec cet ammoniac, on fait les engrais azotés. Euh, alors, pourquoi aller extraire l'hydrogène de l'ammoniac? Je pense que l'idée, c'est que on a cherché pendant plusieurs années, il y avait un programme au Japon notamment, un programme interministériel assez important au Japon, qui a cherché comment on pouvait transporter l'ammoniac euh, sur des longues distances, notamment par bateau. Voilà, c'était le problème du Japon, qui n'a pas tout à fait assez d'énergie renouvelable pour ses propres besoins, qui a eu le problème que vous connaissez après Fukushima sur ces centrales nucléaires, donc qui avait arrêté pratiquement toutes ces centrales. Donc ils se sont demandé comment ils allaient pouvoir respecter les engagements pris à Kyoto pour décarboner leur économie. Et ils se sont dit, on va importer de l'hydrogène. Et alors ils ont regardé, le transport d'hydrogène, c'est très compliqué, surtout sur les bateaux. Soit on le liquéfie, mais ça prend beaucoup d'énergie, puis c'est jamais parfait. Donc il y a un boiling continu, il y a une ébullition continue, parce qu'il faut maintenir l'hydrogène à moins 253 degrés. C'est une température extrêmement basse. Donc c'est très compliqué, c'est très énergivore. Et il faut des bateaux qui sont très chers, qui sont très bien isolés et qui transportent finalement une petite quantité d'énergie sous forme d'hydrogène. L'hydrogène liquéfié, c'est 4 fois moins dense en énergie que l'essence. Le transporter sous forme d'hydrogène comprimé, c'est encore pire, même à 700 bars, c'est 8 fois plus volumineux que l'essence. Donc sur un bateau ou dans un camion, bah, on a 8 fois moins d'énergie que dans un camion qui transporterait un produit pétrolier. Donc tout ça, c'était pas très satisfaisant. Et ils ont examiné deux autres solutions. Les hydrocarbures qu'on peut hydrogéner, déshydrogéner à la demande, mais ils sont assez coûteux, c'est pas très évident, ça prend de l'énergie aussi pour le mettre et ensuite pour l'enlever. Et puis l'ammoniac. Et l'ammoniac, ça paraissait un peu une meilleure solution pour transporter l'hydrogène sur la longue distance. Euh, c'est pas aussi dense que les produits pétroliers, mais c'est 2 fois et demi moins dense. Mais malgré tout, c'est mieux, ça se liquéfie à moins 33 degrés. Donc c'est quand même beaucoup plus facile. On peut en mettre beaucoup plus. Il y a des bateaux déjà qui transportent de l'ammoniac. L'ammoniac fait l'objet d'un commerce international. Il y a des bateaux qui sont des bateaux réfrigérés, mais à moins 33 degrés. C'est pas exorbitant. Et donc on sait transporter de l'ammoniac sur les océans. Donc ils se sont dit, voilà, on va faire venir l'hydrogène sous forme d'ammoniac. Après, on s'est aussi aperçu que bah, l'ammoniac pouvait être utilisé comme tel quel pour des besoins énergétiques. On peut brûler de l'ammoniac dans des moteurs, dans des turbines, dans des piles à combustible, et on peut en retirer directement l'énergie. Donc ça paraissait assez séduisant d'avoir ce commerce d'ammoniac. Mais là, finalement, l'idée qui a été émise à l'époque, hein, il y a donc bientôt 10 ans, pas tout à fait 10 ans, c'est voilà, on va transporter l'ammoniac et puis on va en extraire l'hydrogène. Et en fait, c'est une idée qui résiste pas à l'examen. Pourquoi? Parce que finalement, les usages de l'hydrogène qui vont se développer demain, c'est presque tous des usages industriels euh, et non pas des usages où on a forcément besoin d'hydrogène au sens de dihydrogène moléculaire. Euh, et puis surtout, voilà, 45% de l'hydrogène aujourd'hui, ça sert à faire de l'ammoniac. Donc avant d'aller chercher l'hydrogène au sein de l'ammoniac, il faudrait commencer par produire, par que tout l'ammoniac qu'on produit soit produit avec de l'énergie verte, renouvelable ou nucléaire, et non pas avec des combustibles fossiles, bien entendu. C'est-à-dire qu'il faudrait commencer par décarboner la production d'hydrogène au plan mondial, et pour l'instant on en est loin, avant de commencer à songer à d'autres usages. En fait, les usages qui tiennent la route, euh, en plus des usages industriels qu'on a actuellement, c'est-à-dire les biocarburants, les carburants, l'ammoniac, la production d'ammoniac, la production de méthanol pour la chimie. On envisage assez sérieusement d'utiliser l'hydrogène pour la réduction du minerai de fer, qui est la grosse étape dans la sidérurgie qui entraîne beaucoup d'émissions de CO2.
pratiquement 10% des émissions de CO2 mondiales, c'est cette étape de la sidérurgie. Les autres étapes aussi un petit peu, mais c'est fondamentalement ça. C'est quand on réduit le minerai de fer, c'est-à-dire qu'on enlève au minerai de fer ces oxydes de fer, c'est là où on a des émissions de CO2. Euh, et l'idée, c'est de le faire à l'hydrogène, c'est-à-dire d'utiliser non pas la filière des hauts fourneaux, mais la filière qui s'appelle de la réduction directe ou la filière électrique, où on fait ça aujourd'hui avec un gaz qui est dérivé du gaz naturel. Et puis ensuite, on fond l'éponge de fer dans des fours à arc électriques. Et c'est déjà moins émetteur de CO2, mais l'idée, c'est si on remplace le gaz de synthèse extrait du gaz naturel par de l'hydrogène électrolytique, propre, complètement fait avec de l'électricité renouvelable, eh bien, on pourra faire de la sidérurgie et de l'acier presque parfaitement vert, sans émission de CO2. Donc ça, c'est un usage de l'hydrogène tout à fait envisageable. Euh, je crois que ArcelorMittal en avait l'intention, puis il a annoncé qu'il mettait cette intention sous pause. Et l'État français était prêt à l'aider de façon très importante. Euh, je crois que d'ailleurs Air Liquide est dans des opérations avec une société qui s'appelle H2V, qui devait fabriquer de l'hydrogène à Dunkerque pour ça. J'ai aucun problème avec ça. C'est exactement le type de métier que Air Liquide sait faire. Euh, En revanche, tous les usages de l'hydrogène, les usages énergétiques de l'hydrogène, bah, ils ne se réalisent pas. Aujourd'hui, on constate, après 5 ans, 10 ans d'efforts, et pour certains bien plus anciens, que ça ne décolle pas. Les voitures à hydrogène ne décollent pas. Ils s'en vendent 1000 fois moins que des voitures électriques, parce qu'on a eu entre-temps une révolution sur les batteries absolument phénoménale, qui fait que la voiture électrique aujourd'hui est bien plus facile, malgré tout, à construire et à vendre que des voitures à hydrogène. La voiture à hydrogène coûte une blinde. Les stations de recharge coûtent extrêmement cher. Il faut distribuer l'hydrogène dans des camions qui transportent donc 8 fois moins d'énergie qu'un camion qui transporte des produits pétroliers, etc., etc. On a des gaspillages partout. Ça ne marche pas. L'hydrogène dans les bâtiments, c'est encore quasiment abandonné partout. Il y a guère qu'au Royaume-Uni que les sociétés de gaz continuent d'essayer de persuader les pouvoirs publics qui vont mettre de l'hydrogène dans les réseaux de gaz. Voilà, visiblement, ça ne se fera pas. Enfin, tous les usages énergétiques, sauf peut-être, alors, mais ça, c'est pas pour tout de suite, le stockage de longue durée dans des cavernes, dans des cavernes salines. Il y en a déjà 6 dans le monde qui stockent de l'hydrogène. Voilà, pour avoir quelque chose à brûler dans des centrales à gaz d'équilibrage qui ne soient pas carbonées, pendant qu'il y a ce que les Allemands appellent une Dunkelflaute, c'est-à-dire une période un peu prolongée où il n'y a pas assez de vent et pas assez de soleil dans un système qui serait devenu, par hypothèse, très largement alimenté par les énergies renouvelables variables, c'est-à-dire notamment l'éolien et le solaire. Bon, là, on pourrait avoir un usage de l'hydrogène qui se développe, mais pas avant 15 ans, sans doute. Et on ne voit pas la nécessité pour ça de passer par l'ammoniac. Ce n'est pas forcément de l'hydrogène qu'on va importer. D'ailleurs, des pays qui ont des très bonnes ressources. Il y a une logique à aller fabriquer l'hydrogène dans les pays qui ont des très bonnes ressources. Alors en France, on a du nucléaire et des renouvelables et hydrauliques. On a beaucoup d'électricité pour l'instant. On ne sait pas si ça va durer, mais pour l'instant, on n'est pas en manque. Il y a d'autres pays développés, donc j'ai cité le Japon, on pourrait citer la Corée, on pourrait citer d'autres pays en Europe, qui vont être un peu courts, soit en nucléaire, soit en renouvelable, soit dans tout ça, et qui vont probablement trouver avantage, et peut-être nous aussi d'ailleurs finalement, à aller faire fabriquer l'hydrogène et les produits énergétiques très énergivores dans des pays qui ont d'excellentes ressources éoliennes et solaires. Parce que ça permet d'avoir une électricité moins chère, ça permet d'avoir un taux d'utilisation des électrolyseurs et des usines qui transforment l'hydrogène en quelque chose d'autre, un taux d'utilisation bien meilleur. Donc on finit par arriver à fabriquer des produits de base très énergivores à un moindre coût dans les pays qui ont beaucoup de vent et de soleil. Le Maroc, l'Australie, l'Afrique du Sud, le Canada, voilà, l'Amérique latine dans son ensemble, on peut trouver un certain nombre de pays qui ont des ressources bien meilleures que nous. Nous, on a des ressources qui sont bonnes pour faire un certain nombre de choses, mais pour ces produits, ça peut être tentant de les fabriquer plus loin, mais on va chercher les produits faciles à transporter.
Donc, on ne va pas transporter l'hydrogène. On va transporter des produits fabriqués avec de l'hydrogène, qui sont des produits intermédiaires, pas des produits de base finalement pour l'industrie, donc du fer pré-réduit qui va alimenter les usines sidérurgiques, du méthanol, de l'ammoniac qui vont alimenter des usines chimiques. Voilà, et tout ça, ça se transporte assez facilement. Euh, peut-être des carburants de synthèse faits avec de l'hydrogène et de la biomasse, si ça se développe, pour les avions, par exemple, pour lesquels il n'y a pas tellement de solutions autres. Donc voilà, mais tout ça, je suis convaincu qu'on fera de l'hydrogène peut-être dans ces pays et qu'ils en exporteront une partie, que nous, on en importera une partie de nos besoins parce que ce sera moins cher, mais on ne recevra pas sous forme d'hydrogène, on recevra sous forme d'un produit intermédiaire qui va entrer directement dans un processus de fabrication. On ne va pas s'amuser à ressortir l'hydrogène de ces produits pour refabriquer les mêmes produits. Or, l'hydrogène va servir à refabriquer ce type de produit. Donc, donc voilà, donc cette usine, pour moi, elle est, elle est idiote. Et d'ailleurs, j'en vois la preuve dans le fait que à Anvers, dans un rayon de 30 km autour de cette implantation, il y a 3 usines qui font le contraire, c'est-à-dire qui prennent de l'hydrogène et qui fabriquent de l'ammoniac. Donc vous avez 3 usines qui assemblent A et B pour faire un produit C, et là vous allez créer une usine à côté qui va prendre un produit C qui va en sortir A et B. C'est absurde, ça n'a aucun sens. Euh, si on arrive à si on importe de l'ammoniac vert d'ailleurs, bah, peut-être qu'on diminuera la production des 3 usines actuelles, mais on ne va pas ressortir l'hydrogène pour le remettre dans les usines d'à côté qui le retransforment en ammoniac. Enfin, je veux dire, il y a un moment, il faut réfléchir à ce qu'on fait. Et je crois que là, on est sur un projet qui n'aurait aucun sens s'il n'avait pas des subventions importantes, 110 millions d'euros du Fonds européen pour l'innovation. Euh, la Commission s'est emballée sur l'hydrogène euh, beaucoup plus que nécessaire, avec des projets grandioses, avec un lobbying très fort en faveur de l'hydrogène qui l'amène à faire un peu n'importe quoi. On va avoir besoin d'hydrogène dans la transition énergétique, mais ça va pas être le pétrole de demain, le truc qui remplace les produits pétroliers partout. Ça, c'est une illusion. Et s'il y a quelque chose qui doit remplacer les énergies, ça va être l'électricité en général, et quelquefois, ça va passer par l'hydrogène. Mais franchement, ce projet qui vise à sortir l'hydrogène de l'ammoniac, alors que l'essentiel de l'hydrogène, ça va dans l'ammoniac, bah, je trouve ça absurde. Et je pense que Air Liquide, qui est une compagnie que j'ai en bonne estime, ne devrait pas se montrer complice d'un tel gaspillage de deniers publics. Voilà. Alors que bah, vous avez entendu comme moi, vous lisez les journaux, vous écoutez les informations, vous voyez que nos deniers publics, on en manque plutôt et on ne peut pas se permettre de le gaspiller en ce moment. Il faut le diriger vers ce qui est efficace. Voilà, en gros. Euh, Mer- Merci beaucoup. et puis je vais répondre aux questions. Je pense qu'il va y en avoir. Alors, on a déjà pas mal de questions dans le chat, enfin questions, remarques. Je sais pas si Michel Giraud voulait prendre la parole ou je peux lire vos questions sinon. Bon. Je sais pas si vous pouvez en fait, si je peux ouvrir votre micro. Euh, voilà, j'ai ouvert votre micro. Bon, en tout cas, euh, Allô? Oui, vous voilà, m'entendez là? Ah oui, merci. Oui, c'est bon, on vous entend. merci beaucoup, Marie. Marie, en fait, non, pour le coup, mes questions sont écrites, voilà, c'est pas nécessaire que je prenne la parole, mais en fait, vous avez parlé d'hydrogène moléculaire qui n'était pas nécessairement utilisé dans les applications industrielles. Je voudrais juste comprendre déjà de quel hydrogène il s'agit, par exemple, pour la réduction des oxydes de fer dans les hauts fourneaux. Donc, est-ce que c'est un autre hydrogène? Est-ce que c'est de l'ammoniac? Est-ce que c'est autre chose, là? Et deuxième question qui est plus large en fait et qui est plus, en fait, si on fait l'hypothèse que l'ammoniac peut être utilisé de fait pour transporter l'hydrogène. Alors bon, vous avez expliqué un peu pour les limites et je les entends, on pourrait dire pour le coup, je n'avais pas percuté sur ces aspects, mais faisons l'hypothèse que ça puisse être utilisé peut-être dans 30 ans, est-ce qu'il ne peut pas y avoir pour Air Liquide le besoin d'apprendre, c'est-à-dire de maîtriser vraiment ce sujet que pour l'instant il le connaît hein, de manière théorique, mais
ils ne maîtrisent pas, y compris la chaîne, amont, aval, etc. du sujet. Et ce qui pourrait expliquer, alors je ne sais pas si ça explique si ça pourrait expliquer ce type d'investissement, même si il consomme beaucoup de deniers publics, j'ai bien compris. Alors, euh, bon, j'ai employé l'expression hydrogène moléculaire parce que l'hydrogène moléculaire, c'est H2. Ça se distingue de l'élément hydrogène qui est H. Euh, Parfois, vous entendez des gens vous dire, mais l'hydrogène, c'est très abondant dans l'univers, donc c'est super bien. Ça, c'est H qui est présent dans l'eau, par exemple, H2O. Mais quand on a de l'hydrogène dans l'eau, on n'a pas de l'hydrogène moléculaire. Et pour ça, il faut l'électrolyser. Ça prend énormément d'énergie pour électrolyser. Et l'énergie qu'on retrouve ensuite quand on utilise H2, bah, c'est en fait l'énergie de l'électrification qui a permis d'obtenir H2 à partir de H2O. Dans H2O, l'hydrogène n'a aucun potentiel énergétique. L'élément hydrogène n'a en lui-même aucun potentiel énergétique. C'est l'hydrogène H2 qui en a. Donc il y a toujours souvent une confusion entre l'élément hydrogène H et le gaz hydrogène H2. Voilà, c'est pour ça que j'ai employé le. Alors, ensuite, apprendre, je ne sais pas s'il faut absolument apprendre quelque chose qui ne sert à rien. Mais sortir l'hydrogène de l'ammoniac, ça ne sert à rien. Euh, euh, 45% de l'hydrogène dans le monde sert à faire de l'ammoniac, ou 40%, et puis 50%, ça sert à la transformation profonde et à la désulfuration des carburants. Donc il y en a 50% qui sont en raffinerie. C'est très compliqué parce que je parle là de l'hydrogène qui est fabriqué volontairement. Mais vous avez aussi une partie de l'hydrogène qui est fabriquée involontairement et qui est utilisée. Par exemple, dans les raffineries, il se fabrique de l'hydrogène involontairement, si j'ose dire, mais qui ensuite est utilisé, bien entendu. Mais qu'il n'y en a pas assez, donc on en ajoute en en fabriquant volontairement. Donc selon les pourcentages, ils vont être différents selon qu'on parle que de l'hydrogène on purpose, fabriqué volontairement, ou de l'ensemble de l'hydrogène, y compris celui qui est fabriqué involontairement. Par exemple, il y a une partie aussi d'hydrogène qui est fabriqué involontairement dans les hauts fourneaux et qui est réutilisé pour produire de l'énergie. Donc ça, c'est très bien, c'est pas du gaspillage, c'est juste, c'est un cercle fermé. Mais voilà, donc moi je parle de l'hydrogène qu'on fabrique volontairement. euh, et dans cet hydrogène volontaire, il y a 40% pour l'ammoniac, 50% pour le raffinage à peu près, et puis 10% pour tout le reste. Il y en a un peu dans le verre, il y en a un peu dans l'électronique, il y a des applications, quelques applications, mais voilà en gros. Euh, Merci. Enfin, je vais pas prendre la parole trop longtemps, mais voilà juste je vous en en fait une prie. question parce qu'en fait vous indiquez qu'extraire l'hydrogène de l'ammoniac ne sert à rien, ce que je comprends dans la logique des utilisations actuelles. Mais si on suppose que l'ammoniac peut être un vecteur sérieux pour toutes les raisons que vous avez expliquées, qui se liquéfie à beaucoup plus haute température que l'hydrogène, etc. Enfin, un Mhm. vecteur sérieux en fait pour transporter l'hydrogène. Donc l'idée qui est évoquée par certains, c'est de dire bah voilà on produit de l'hydrogène dans des endroits, par exemple, où il y a beaucoup, beaucoup de soleil, voilà, Mhm. et puis peut-être aussi où il y a de l'azote, enfin comme partout, à dire à la surface de la Terre. Et là, on produit de Mhm. l'ammoniac, on transporte l'ammoniac, et après ça, on extrait de l'hydrogène de l'ammoniac. Donc il y a cette logique, mais est-ce qu'au fond, l'idée de transport d'hydrogène via l'ammoniac est juste une idée qui en pratique, n'aura jamais une dimension industrielle, ou bien est-ce que dans 30 ans, on peut imaginer, par exemple, que ça peut être un moyen significatif hein, de transporter l'hydrogène hein? Alors, je suis très familier avec cette idée qui a été émise déjà dans les années 60 par un ingénieur allemand de Telefunken, hein, donc c'est pas tout à fait nouveau, puis sur laquelle on a beaucoup travaillé à l'AIE et ailleurs à partir de 2015, hein, je dirais. Euh, mais encore une fois, je crois que c'est une idée sans avenir, parce qu'elle prend des ressources et que fondamentalement, ça ne sert à rien. C'est-à-dire que fondamentalement, l'essentiel de l'hydrogène dont on a besoin, ça va être pour faire un petit nombre de produits industriels intermédiaires, qui sont l'ammoniac, l'hydrogène,
Bon, le raffinage des carburants, normalement, ça va baisser, parce que les carburants, ça va baisser au fur et à mesure qu'on va électrifier les véhicules terrestres. Après, il y aura les carburants avions, et là, on peut avoir un rôle pour l'hydrogène, mais au fond, l'hydrogène étant tellement difficile à transporter, je suis convaincu que toutes ces applications vont venir plutôt, enfin, aujourd'hui, il y a très peu de transport d'hydrogène. Il y a les pipelines, par exemple, il y en a quelques-uns, il y en a un même qui est international entre la France, la Belgique, les Pays-Bas, mais ils sont tous courts. Pourquoi? Parce que ça prend beaucoup d'énergie de transporter l'hydrogène, même par pipeline. Ça prend des, des compresseurs. L'hydrogène est très, très, très petit, très volatile. C'est compliqué. Donc, une poignée de produits de base, le méthanol, l'ammoniac, des hydrocarbures de synthèse éventuellement, comme on en fabrique en Afrique du Sud, vous savez, à la suite de l'apartheid et du blocus du pétrole, à partir du charbon puis du gaz naturel, ils ont des usines, les usines Sasol, qui fabriquent euh, qui, euh, qui fabriquent des carburants de synthèse avec par le procédé Fischer-Tropsch. Bon, euh, et puis du fer pré-réduit. Mais je suis convaincu, si vous voulez, prenez le fer, on l'importe du Brésil et de Mauritanie. Le Brésil et la Mauritanie le Brésil surtout ont des bien meilleures ressources renouvelables que nous. Transporter du fer pré-réduit, c'est moins lourd que l'oxyde de fer, hein, parce qu'on a l'oxygène en moins. Ça se transporte sous forme de hot briquetted irons. Il y a une forme spéciale pour transporter sur des bateaux sans risque d'incendie, etc. Je suis convaincu que si on va pas prendre un bateau du Brésil en Europe pour transporter de l'hydrogène ou de l'ammoniac et ensuite un autre bateau pour transporter du minerai de fer. Et franchement, on va plutôt utiliser les renouvelables au Brésil pour fabriquer directement de l'hydrogène, réduire le minerai de fer et transporter du minerai de fer pré-réduit en Europe. C'est tellement plus simple, c'est tellement plus. Et c'est pareil pour l'Australie et la Chine. Et c'est pareil pour. D'ailleurs, ça a été pas mal discuté en Australie et j'ai assisté à des conférences en Australie. Pendant le Covid, c'était donc le début du Zoom, mais c'était très très clair que voilà, ce qui allait s'imposer, si quelque chose devait s'imposer pour aider à décarboner la sidérurgie chinoise et passer du charbon à l'hydrogène et au renouvelable, ce serait en Australie, à partir des immenses ressources renouvelables de l'Australie, des immenses ressources de fer de l'Australie, envoyer en Chine du fer pré-réduit. Donc non, on ne va pas transporter, si vous voulez, il y a le coût de la conversion. Euh, si vous imaginez, par exemple, même, on va chercher quelque chose de moins loin, le Maroc. Au Maroc, vous pouvez avoir de l'électricité renouvelable à, mettons, 30 euros le mégawattheure, hein. Il y a des projets qui ont été signés à ce prix-là, même 20 euros pour le solaire dans le sud. Nous, on est à 50, 60, on est au double. Bon, Euh, vous faites de l'hydrogène sera encore moins cher que ce double au Maroc parce que vous aurez mieux utilisé vos électrolyseurs. Après, vous avez peut-être des taux d'intérêt plus élevés en fonction du risque de pays, etc. Mais restons sur le principe de base. Euh, vous avez l'hydrogène moins cher là-bas. Vous faites de l'ammoniac là-bas. Le Maroc est un pays qui importe 2 millions de tonnes d'hydrogène, d'ammoniac par an de Russie pour faire les engrais. Euh, vous faites de l'ammoniac là-bas. Cet ammoniac coûte moins cher que celui qu'on peut faire en Europe. Donc, ça fait sens d'importer l'ammoniac du Maroc. En revanche, si vous faites de l'hydrogène ici et de l'hydrogène là-bas, votre hydrogène ici est 2 fois plus cher, mais vous le transformez en ammoniac, vous envoyez l'ammoniac par bateau, c'est pas le prix du bateau qui coûte, et ensuite vous retransformez l'ammoniac en hydrogène, bah, vous avez effacé la différence de prix. Vous avez un hydrogène ex-ammoniac, ex-hydrogène marocain qui vous revient au même prix que l'hydrogène que vous pouvez fabriquer ici. La double transformation efface le bénéfice, le différentiel de coût qui vient du fait que la ressource est meilleure au Maroc. Voilà. Donc non, je ne crois pas qu'on va faire ça. Je crois pas qu'on va faire ça.
Merci. Il y avait aussi des questions de Benoît Ostertag. Donc, je peux t'ouvrir ton micro, mais c'était vous proposez à Air Liquide de produire de l'hydrogène vert par électrolyse. Est-ce bien cela? Et l'hydrogène est corrosif aussi pour certains métaux. Est-ce compatible avec les pipelines? Les pipelines? Alors, oui, ben, dans la stratégie hydrogène de Air Liquide, il y a déjà la production évidemment d'hydrogène vert par électrolyse via leurs investissements dans H2V et dans McPhy. Ça, c'est la bonne partie, si j'ose dire. Après, H2V, c'est plutôt pour des gros industriels, donc la chimie avec Port-Jérôme, et puis il y avait un projet donc à Dunkerque. Donc moi, j'ai aucun problème avec ce type de projet. En revanche, McPhy, je suis euh, beaucoup plus ambigu parce que faire l'hydrogène, c'est bien, mais ensuite vouloir le stocker sous forme solide pour ensuite mettre dans la mobilité, ben, je n'y crois pas. Je vois que la mobilité hydrogène ne se développe pas et que les unes après les autres, les régions ou les collectivités locales qui ont investi là-dedans s'en détournent et reviennent à l'électricité qui est beaucoup plus simple et finalement moins chère. Voilà. Alors, est-ce que c'est compatible avec les pipelines? Oui, on peut faire des pipelines d'hydrogène, mais on ne peut pas facilement transformer un pipeline existant en pipeline hydrogène. Alors, disons faut le tuber à l'intérieur. Voilà, il faut mettre une couche supplémentaire qui va être effectivement imperméable à l'hydrogène et qui va éviter la corrosion du métal, le unbrittle du métal par l'hydrogène. Oui, c'est compliqué l'hydrogène parce que c'est des toutes petites molécules qui pénètrent dans l'acier et l'affaiblissent. Donc il faut une structure de plus qui soit plutôt de type. Certains plastiques résistent à ça. Benoît Sertag, oui, si je peux poser merci de votre réponse. Une question complémentaire. Je Je vous en prie. travaille à CFDT dans justement la métallurgie, toute la question des transports, de la mobilité. Je partage complètement que le transport terrestre n'a pas de sens, y compris sur les rendements entre l'électricité dont on a besoin au départ et puis ce qu'on aura finalement à la roue à la fin. Le vrai enjeu de demain, c'est ce que vous dites dans votre document, vous avez l'air de le dire de manière modérée, mais c'est l'aéronautique, c'est les carburants synthétiques. Et dans le cadre de cet enjeu de carburants synthétiques, quel est l'enjeu de la production d'hydrogène en France ou en Europe? Et par quels moyens? Est-ce que c'est l'électrolyse à partir des renouvelables? Enfin, c'est intéressant d'avoir votre regard. Alors, alors, oui, je le dis de façon modérée. Pourquoi? Parce que euh, le changement climatique est une urgence, donc il ne faut pas se presser. Je m'explique. Euh, Si vous remplacez de l'électricité ex-charbon, il y en a encore pas mal en Europe, un peu en Allemagne, pas mal en Pologne, en Lituanie, etc. Vous obtenez des réductions d'émissions de 1 kg de CO2 par kilowattheure si vous remplacez le charbon par du nucléaire ou des renouvelables. Euh, si vous, euh, Si vous faites de l'ammoniac par ce procédé, bah, vous économisez 400 grammes ou si vous remplacez du gaz naturel, vous économisez 400 grammes de CO2 par kilowattheure. Si vous passez à la fabrication euh, d'un fuel de synthèse, vous économisez 100 grammes de CO2 par kilowattheure. Et donc, oui, on en aura besoin parce qu'on n'a pas tellement de solutions pour l'avion. Mais il ne faut pas se précipiter. Alors là, franchement, faire des usines aujourd'hui de ISAF, comme on dit, de Sustainable Aviation Fuel électrique, je suis pour si c'est de la petite échelle, parce qu'il faut apprendre. Et cet argument, évidemment, est important. Euh, mais il ne faut pas se précipiter, il ne faut pas essayer de vouloir faire, de toute façon on est très loin, hein, de faire tout notre kérosène pour l'ensemble de l'aviation générale, commerciale, pardon, avec des renouvelables, parce qu'aujourd'hui on n'a pas assez.
Même si en France, on a un surplus d'électricité entre les renouvelables et le nucléaire, en ce moment, on ne sait pas combien de temps ça va durer, etc. En Europe, ce n'est pas un surplus. On a encore beaucoup d'énergie fossile à déplacer. Donc, il faut commencer par déplacer les énergies fossiles dans la production d'électricité et après, et puis dans plein d'autres usages, donc dans les transports terrestres, etc. Partout, on va économiser des quantités plus importantes que dans l'aviation. Pourquoi? Au fond, bah parce que tous ces procédés ont des efficacités assez faibles. Vous l'avez vu, enfin non, vous ne l'avez pas vu, je pourrais vous montrer. L'efficacité totale du e-carburant, c'est bien très inférieur. Attendez, je vais vous montrer ça parce que c'est intéressant, je pense. Euh, euh, voilà, je l'ai ici. Je vais vous montrer ici. Hop. Voilà, vous devez tous le voir si tout va bien. Non, Vous on voit avez, pas là pour le moment. vous ne voyez pas? Ah, Non, alors attendez, je sais pas. là c'est bon. Voilà, pardon. Si vous avez 1 kWh d'électricité renouvelable, mais ça vaudrait aussi pour le nucléaire, passez par transport, stockage, moteur électrique, vous avez une efficacité globale qui est de 70% ou un peu plus maintenant. Si vous passez par l'hydrogène, il faut électrolyser, puis ensuite vous mettez ça dans un moteur thermique qui marche à 30% d'efficacité. Donc vous finissez avec une efficacité totale de 20 ou 30%. Si vous fabriquez un e-fuel, vous avez d'abord l'électrolyse, vous avez le transport, pareil. Vous avez les transformations, là c'est marqué méthanation, mais bon, ça pourrait être Fischer-Tropsch, ça pourrait être n'importe quoi. Donc ça prend de l'énergie en plus et vous arrivez à 10%. J'ai pas mis l'hypothèse où vous faites d'abord de l'ammoniac, puis vous extrayez l'ammoniac, puis ensuite vous refaites un e-fuel. Parce que là, vous tombez à 0,5%. Ça devient complètement absurde. Je veux dire, toute votre énergie de départ, elle est dans des pertes, hein. Donc là, j'ai mis le procédé direct. Vous le faites, vous êtes au Brésil, vous êtes à Dunkerque, vous avez du nucléaire, de l'électricité nucléaire, peu importe. Euh, vous faites directement du fuel de synthèse avec l'hydrogène. Vous mettez ça dans un avion, une turbine d'avion, c'est pas mieux qu'un moteur à combustion interne. Voilà, vous avez une efficacité totale de 10 à 20% contre 70% si vous pouvez faire de l'électricité. Alors, pour l'avion, on ne sait pas faire de l'électricité, on sait faire des tout petits avions qui ne servent à rien. C'est très gentil, mais voilà, on va pas faire des traversées de l'Atlantique avec 200 personnes sur un avion électrique parce que la batterie va vous couler tout de suite. Donc la question ne se pose même pas. Euh, Quels que soient les progrès des batteries dans les 30 prochaines années, ça n'arrivera pas. Donc vous avez besoin d'une autre solution. Ça peut être le e-fuel, mais il n'y a pas d'urgence parce que on n'a pas le temps de gaspiller assez d'énergie renouvelable. Il faut d'abord l'enlever partout ailleurs et ensuite on l'enlèvera dans l'avion, qui est le dernier truc à faire parce que c'est ce qu'on fait de moins efficace en termes d'émissions de CO2. Merci beaucoup. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Oui, Lionel, je vais te laisser t'ouvrir ton micro. Oui, bonjour, Léonard Tinte chez Ophi. J'ai discuté il y a quelques années avec Air Liquide et en fait, alors, visiblement, ils ont dit qu'ils construiraient un site qui fabrique de l'ammoniac si ils trouvent un client, en fait. Donc certainement qu'ils doivent avoir un client. Non mais là, excusez-moi, le projet n'est pas un site qui fabrique de l'ammoniac. C'est un projet qui détruit de l'ammoniac. C'est un projet d'usine qui extrait l'hydrogène de l'ammoniac. Ce n'est pas un projet qui fabrique de l'ammoniac à partir de l'hydrogène, ce qui serait éventuellement compréhensible. C'est un projet qui fait le contraire, qui sort l'hydrogène de l'ammoniac. Comme si on allait avoir un gros besoin d'hydrogène H2 libre. Comme si on allait avoir des millions de voitures et de camions dans lesquels on va mettre de l'hydrogène. Mais maintenant, on sait que ça ne sera pas le cas. Je vous suggère de regarder Le Monde d'aujourd'hui où il y a un grand papier sur les doutes sur la filière hydrogène. Voilà, ça n'arrivera pas. Donc, vraiment, c'est un projet qui ne rime à rien.
Merci. Est-ce qu'il y a d'autres suggestions ou questions? Moi, j'aurais peut-être une petite question Oui. si il n'y en a pas d'autres. Je me demandais si vous aviez connaissance d'autres acteurs qui ont un même projet d'extraction d'hydrogène, de l'ammoniac. Est-ce qu'il y a déjà des choses existantes là-dessus? Alors des choses, ouais. Alors des choses existantes, non. Il y a un projet dont on a parlé il y a 2, 3 ans, qui est un projet de Air Products, qui est un peu l'équivalent américain d'Air Liquide. Et ce projet, c'était de fabriquer de l'ammoniac en Arabie Saoudite, de l'exporter et ensuite en Amérique d'extraire l'hydrogène de l'ammoniac. Mais je crois que ce projet n'a pas avancé. Il faudrait regarder peut-être dans le dernier, la dernière revue des projets hydrogène que publie l'AIE. Euh, voilà, ça avait été annoncé il y a 2, 3 ans en grande pompe, si j'ose dire, mais je suis pas sûr que ça ait beaucoup d'avenir. Enfin, je suis même sûr que ça n'en a aucun. Très bien, merci Mais, beaucoup. mais s'il y a des subventions, les gens peuvent construire des trucs qui servent à rien. Euh, Très bien, je crois que c'est très clair. Donc, vous avez tous reçu normalement la note qu'a rédigée Cédric, donc, dans laquelle il y a une question pour Air Liquide au début. Voilà, peut-être que cette question, euh, enfin voilà, pour le moment, elle est telle quelle. Si vous avez des suggestions ou remarques, n'hésitez pas. Et puis, si voilà, ça vous intéresse aussi d'être associé éventuellement à la question d'une manière ou d'une autre, je pense qu'on pourra vous transmettre le contact de Cédric à Avec l'issue plaisir. de cet appel. Euh, Est-ce qu'il y a encore des questions, des choses à éclairer? Un regret, n'hésitez pas. Ah, on a Mouldi Jaouar. Je vous ai ouvert votre micro. Et il est toujours fermé chez lui. Ouais, il faut se Ah, démuter, oui. Voilà, pardon. Oui, Voilà. oui, oui, j'avais pas vu qu'il fallait ouvrir chez moi. Bonjour c'est à tous bon. les deux et merci beaucoup pour la présentation. J'entends hein, qu'il y a beaucoup de doutes sur l'efficacité, qu'elle soit économique, énergétique ou CO2, de cette usine, combien même elle serait vue comme une usine pilote. Mm. Est-ce que malgré tout, à court et moyen terme, l'obligation d'incorporer du kérosène vert peut quand même constituer un débouché pour cette usine si elle a, enfin, en tout cas, si le procédé technologique est performant. Euh, à mon avis, pour cette usine-là, non. Alors, il y a des mandats, c'est pas mal de procéder par mandat parce que ça force au développement technique, etc. Donc, on va mettre un petit peu de, de fuel soutenable dans les soutes aériennes, dans les avions. Euh, c'est très bien. J'ai pas d'objection tant que ça reste croissance modérée, que ça handicape pas tout le reste et qu'on met pas tous nos efforts là. Voilà, très bien. Mais franchement, pour moi, ce serait un peu le comble de l'absurdité d'aller faire de l'hydrogène dans un pays où les ressources sont bonnes, de le transformer en ammoniac, de transporter l'ammoniac, d'extraire l'hydrogène de l'ammoniac, et ensuite de mettre cet hydrogène dans un ISAF, dans un fuel soutenable. Je veux dire, franchement, c'est se tirer une balle dans le pied. C'est tellement plus simple de fabriquer Le le fuel de kérosène sur synthèse, place, le kérosène si je sur comprends place. bien. Oui, ok. L'hydrogène est difficile à transporter, donc en fait, voilà, on le fabrique là où on en a besoin. Euh, et au fond, bon, pour l'ammoniac, c'est vrai que c'est très simple parce que
Si on a de l'électricité, il suffit d'avoir de l'air. Et en principe, de l'air, il y en a partout, puisque l'azote est extrait de l'air dans la méthode électrique de faire de l'ammoniac, on prend l'azote de l'air. Bon, très bien, mais franchement, alors, sauf si on se mettait dans un endroit extrêmement sec et désert, mais il y a quand même plein d'autres endroits où il y a du vent et de l'eau, et donc s'il y a de l'eau, il y a de la végétation, etc. On peut trouver du carbone pour faire des hydrocarbures de synthèse. Euh, Franchement, on peut faire ça au Brésil où ils font énormément de biofuels. On pourrait faire des bioélectrofuels, du kérosène de synthèse facilement. Et c'est vrai aussi pour l'Argentine, c'est vrai aussi pour plein d'autres endroits. Alors, c'est peut-être pas facile dans le désert d'Atacama ou dans le désert algérien, mais dans tous les autres endroits où il y a du vent et du soleil, presque tous, il y a aussi de l'eau et donc il y a de la végétation et donc il y a du carbone et donc on peut faire ça n'importe où. Euh, et ce sera infiniment plus simple de faire ça n'importe où plutôt que de le faire forcément chez nous avec de l'hydrogène importé sous forme d'ammoniac. Non, je vois pas d'avenir possible pour ce type d'installation. C'est très clair. Merci beaucoup. Bien, je pense qu'on va pouvoir clôturer du coup ce brief et vous remercier infiniment pour cet exposé très clair, je pense, effectivement. Euh, et, et donc, encore une fois, si certains ont des questions ou envie de contacter Cédric à l'issue de cet appel, on on mettra son contact à disposition. Euh, Super. et J'imagine, Marie, que si on peut poser une question à plusieurs, on peut. Comment est-ce qu'il faut faire? Ou d'autres peuvent reprendre la même question? Ou oui, alors c'est quoi l'idée? on voit ça arrive de voir des groupes d'investisseurs poser une même question, enfin se mettre ensemble Mhm. pour poser une question. Après, donc il y a une procédure administrative. Il faut faire une preuve de détention d'action. Ah oui, il faut Mais réunir. Donc c'est plus simple si chacun le fait de son côté, quitte à euh, utiliser un texte ou le mien ou un texte brodé à partir du mien, ou c'est quoi le plus simple? Ou c'est plus euh, efficace si c'est un truc collectif? oui, je pense que c'est plus efficace. Après, je suis pas familière avec les dépôts, enfin les dépôts de questions groupés, mais je vais me renseigner. Je sais pas si certains le sont, mais en tout cas, je sais que c'est possible parce Bon, que ça a déjà été fait. ok. Donc, Bah, vous nous voilà. conseillerez. Voilà, s'il y a des gens qui veulent participer, ils sont les bienvenus, puis on verra comment on fait. Et en sachant que l'Assemblée générale de Air Liquide est le 15 7 mai? avril. Non, Combien? non, c'est en Non, mai. 7 mai. Pardon. Voilà, oui, pardon, Oui, pardon. 6 ou Je 7 confonds. mai, je sais plus. 6 ou 7 mai. Ça laisse un petit peu de marge. Oui. Enfin, oui, il faut. Pas tellement, hein. Oui, pas tellement. Faut le déposer quoi, un mois avant? Non, 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 c'est quelques jours avant. oui, je confonds avec Enfin, l'Assemblée générale ça peut. avec les Comment? assemblées générales de copropriétaires où il faut déposer Oui. l'émotion un mois avant. Ça, Ok, ça peut être bien avant, mais c'est jusqu'à quelques jours avant. d'accord, ok. Bon, donc on a le temps de s'organiser encore. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous et bonne journée à tous et à toutes. Merci beaucoup.